Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 107e épisode du podcast À côté de mes pompes. Chaque semaine, on parle course à pied, nutrition, entraînement et puis également des sportifs qui viennent présenter leur parcours de vie, leur parcours de sportif à travers donc ces nombreux épisodes qui sont toujours disponibles. Vous pouvez rattraper votre retard pendant l'été si vous ne savez pas quoi écouter. Eh bien, mettez-vous le podcast dans les oreilles et vous passerez un agréable moment. Et avec cette période de canicule qui s'abat actuellement sur la France, je ne sais pas si vous êtes adepte de la course sous la chaleur, beaucoup d'entre vous me disent que c'est compliqué de trouver justement le bon moment pour aller courir. Je vous invite à vous replonger dans l'épisode 51, enregistré avec Fabrice Kuhn, où l'on parle justement de cette adaptation à la chaleur. Et je pense que sur les prochaines années, c'est ce qu'il va falloir mettre en place pour que l'on puisse continuer à courir. C'est pas simple, parce que le matin, parfois, il fait déjà très très chaud. En journée, ça paraît compliqué sur la pause de midi d'aller affronter la chaleur, même si ça fait partie des adaptations que l'on peut mettre en place. Et puis le soir, une fois que les rues, les villages, les villes sont gorgées de chaleur, on sent que ça nous revient de plein fouet. Donc c'est compliqué pour nos entraînements. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention quand même avec cette pratique de la course à pied sous la chaleur. Il faut garder quand même du plaisir et ne pas forcément se mettre en danger. Alors, j'évoquais Fabrice Kuhn. Eh bien, il est présent dans l'épisode du jour aux côtés de Laurine Pinault, que vous avez déjà entendu donc sur le podcast il y a quelques semaines. J'ai fait appel à ces deux experts pour traiter d'un sujet qui me touche, on va dire, directement, mais sur lequel vous allez pouvoir, je pense, rebondir et peut-être vous reconnaître, à savoir une consommation de sucre qui, à mon goût, est un petit peu trop élevée. Donc, pour traiter de ce sujet, j'ai fait appel à deux spécialistes, Laurine qui accompagne des sportifs sur le plan alimentaire et Fabrice qui est également lui aussi une pointure dans tout ce qui concerne l'alimentation. L'objectif de cet épisode était de savoir comment je peux endiguer mon côté bec sucré et cet attrait pour la consommation de sucre, on va dire, en tout genre. En temps normal, quand mon activité physique et sportive est régulière, ça me pose beaucoup moins de soucis. Mais là, comme vous le savez, ayant été arrêté quelques semaines, voire plusieurs mois en raison de cette blessure au dos, mon attrait pour l'alimentation sucrée s'est fait de plus en plus intense. Alors, ça se ressent sur la balance, et même en visuel tout simplement. Quand on est beaucoup plus lourd, les performances en course sont moindres, c'est autant de secondes que l'on perd parce qu'il y a beaucoup plus de poids à traîner, c'est évident. Alors, l'objectif de cet épisode est tout d'abord de comprendre l'utilité du sucre pour le fonctionnement de notre corps, ensuite d'identifier les moments où cette consommation intempestive intervient. Vous voyez ce petit carré de chocolat qui vous fait de l'œil en regardant votre série confortablement installée dans votre canapé. Également, d'établir une liste des effets négatifs que le sucre peut produire sur notre organisme. Enfin, de mettre tout simplement en place une stratégie pour limiter, réguler la consommation de ces produits sucrés. Alors, avec mes experts, Laurine et Fabrice, nous établissons un plan d'action pour me permettre dans quelques semaines d'établir un bilan qui sera, je l'espère, satisfaisant et qui aura été parfois simple, parfois difficile à mettre en place car je ne m'attends pas forcément à une partie de plaisir. Je me mets non pas en danger parce que c'est pour mon bien-être et ma santé, mais j'ai effectivement envie d'éradiquer ce bec sucré et de dire stop à cette consommation parfois outrancière de sucre. Alors c'est un épisode 100% conseil dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître, vous allez peut-être apprendre également des choses, comme c'est le cas lorsque mes invités tels que Fabrice et Laurine peuvent intervenir. Il est temps pour moi de vous laisser savourer cet épisode intitulé Stop au sucre. C'est la thématique du podcast À côté de mes pompes cette semaine. Bonne écoute à vous. Bonsoir Laurine, bonsoir Fabrice, merci d'être les invités du podcast aujourd'hui. Mes experts sont donc de retour aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter en commençant par Laurine et puis ensuite Fabrice. Bonsoir, donc je suis Laurine Pinault, naturopathe. Au fur et à mesure des années de pratique et puis aussi du fait de mon expérience personnelle de sportive, j'ai développé une expertise en naturopathie mais appliquée aux sportifs.
Donc, c'est pour ça que j'ai créé il y a 1 an Vestiaire Naturel pour sensibiliser et accompagner les sportifs dans leur alimentation et leur bien-être au naturel. Fabrice, à ton tour. Alors bonjour, Fabrice Kuhn. Moi je suis médecin du sport, je suis triathlète, trailer et donc j'écris plusieurs livres sur la nutrition. C'est un domaine qui m'intéresse particulièrement, la nutrition pour l'endurance. Ce que j'aime particulièrement faire, moi, c'est lire la science, la comprendre, l'appliquer, la tester et puis l'expliquer et vous la proposer. Donc voilà mon credo. Alors, si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, c'est que j'ai, comme vous le savez, subi un épisode d'arrêt dans ma pratique sportive avec une lombalgie qui m'a tenu chaud pendant quelques semaines. Et je me suis rendu compte qu'en étant à l'arrêt, j'avais tendance à moins bouger, à être à la maison un petit peu plus et à parfois donc aller titiller les sucreries et tout ce que je pouvais trouver dans les placards, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Et au moment de la reprise donc de l'activité sportive, quelques kilos se sont greffés donc sur la balance, et ce qui est problématique quand on pratique la course à pied, puisque tout kilo ou tout gramme supplémentaire nous rend un petit peu moins performants. Donc j'ai fait appel à vous pour voir comment je peux sortir de ce schéma en limitant ma consommation de sucre et voir quels sont finalement les dangers peut-être de ces sucreries. Et on va voir derrière quelle stratégie adopter avec les glucides et tout ce qui tourne autour du sucre. Je vous laisse m'expliquer pourquoi j'ai besoin, quand je suis à la maison et inactif, d'aller taper dans le paquet de bonbons ou dans la tablette de chocolat. Laurine, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a plusieurs choses à voir par rapport aux besoins de sucre. C'est vrai que déjà, dans ce que tu nous expliques, où c'est lié au fait d'être à la maison, d'être inactif, il y a ce côté de la consommation de sucre pour compenser une activité, compenser un ennui momentané. Et du coup, on a à travailler là-dessus. Travailler sur le côté un petit peu de gestion émotionnelle en fait de cette consommation-là, et comment on peut chercher à contrecarrer ça. Bien sûr, en même temps, il y a le besoin physiologique de sucre qui peut s'accentuer de plus en plus. Plus on en consomme, en général, plus on en ressent le besoin. Ça dépend aussi de la qualité de ce qu'on consomme, mais c'est vrai qu'en grignotage comme ça, en général, on va aller sur des sucres d'un peu moins bonne qualité, ce qui fait qu'on a de plus en plus envie de consommer du sucre. Mais il faut aller chercher aussi de ce côté-là. Et parfois, c'est un choix alimentaire, mais aussi un choix de gestion émotionnelle, ce qu'il y a derrière, sans chercher que dans cette direction-là. Mais c'est bien de le prendre en compte aussi pour aider le mental à pas trop dérailler dans ces moments-là, et que ce soit plus contenu ce qu'on va consommer comme goûter, et que ce soit défini. Alors effectivement, c'était bien souvent sur des périodes où j'étais un petit peu inactif, la course à pied venant occuper beaucoup de mon temps libre. Quand je suis à la maison, notamment le soir, une fois que les enfants sont couchés et qu'on se retrouve devant la télé, quelques minutes, 1 heure, 1 heure et demie après avoir mangé, cette envie de sucrer. Comment on l'explique, Fabrice, cette envie, ce besoin d'aller vers les choses sucrées ? Alors en fait, il y a pas mal de choses physiologiques derrière tout ça. Il y a des phénomènes hormonaux. Donc par exemple, quand tu es le soir, comme tu dis, le soir après avoir mangé, en fait, quand tu manges, tu as une sécrétion d'insuline. De l'insuline, c'est l'hormone qui te permet de stocker les glucides. Donc tu les stockes dans le muscle sous forme de glycogène, mais tu les stockes aussi sous forme de graisse, de lipides. En fait, c'est un phénomène qui date de l'évolution, en fait, qui date d'avant. C'est-à-dire que quand on était chasseur-cueilleur, on avait besoin de faire des réserves pour les périodes de disette, on va dire, les périodes où tu trouvais rien à manger. Et donc, ton organisme a prévu l'insuline qui te permet de stocker et de faire des réserves. Les glucides que tu as en trop, donc l'automne, quand il y a des fruits, tu vas avoir des aliments qui te font fabriquer, qui vont sécréter pas mal d'insuline et qui vont te faire sécréter des réserves, préparer tes réserves pour l'hiver, et tu vas faire du gras, en fait, pour l'hiver. Donc, c'est un phénomène qui nous a sauvés. Sauf que maintenant,
cette insuline, tu la surstimule. Quand tu manges un repas un petit peu trop glucidique, un peu trop sucré, entre guillemets, tu sécrètes pas mal d'insuline et derrière, tu vas avoir une réaction où tu vas avoir une baisse de la glycémie, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang et tu as une hypoglycémie réactionnelle qu'on appelle, et ça te donne faim. La baisse de ta glycémie, de ton taux de sucre dans le sang te donne faim, et c'est peut-être ça qui explique en partie la faim que tu retrouves après quand tu te détends le soir après avoir mangé. Ensuite, il y a d'autres phénomènes. On sait que par exemple, le sucre, et en particulier le fructose, donc le fructose c'est le sucre que tu as dans les fruits, mais que tu retrouves aussi dans les préparations à base de sirop de glucose, fructose, enfin tout ce qui est préparation un peu industrialisée, favorise la sécrétion de dopamine. Et dopamine, c'est un neurotransmetteur qui te rend joyeux, qui est le neurotransmetteur de la récompense et du bien-être. Et donc, quand tu manges du sucre, tu ressens cette récompense et ce bien-être. Le problème, c'est que tu as envie de retrouver cet état, et donc ça fait appel au sucre et ça te donne envie d'en remanger. Et l'autre problème, c'est que finalement, quand tu manges trop sucré, trop de fructose, tu vas avoir un peu comme une drogue, besoin d'en prendre plus parce que tu vas avoir un peu moins tu espèces d'avoir une résistance à la dopamine, et donc tu as besoin de fabriquer plus, de manger plus pour retrouver cette sensation de récompense. Donc voilà, c'est deux phénomènes qui expliquent que tu as envie de sucrer, tu as envie de faim. Tu as faim de sucrer, en fait. Alors, comment on peut expliquer que quand je pratique une activité sportive et que je ne suis pas blessé, donc là, c'est quelque chose qui revient 3, 4, 5 fois par semaine, j'ai pas cette envie et ce besoin d'aller vers le sucré. On est vraiment que sur quelque chose de psychologique, Laurine ? Alors, c'est pas vraiment psychologique. Ce que Fabrice expliquait aussi sur les hormones, il y a une production qui se fait à l'effort, et du coup, on a, par l'effort, par la pratique sportive, un bien-être qui est ressenti, qui nous satisfait et qu'on n'a plus quand on pratique plus le sport, et auquel le corps est quand même habitué. Et du coup, ça lui manque en quelque sorte. Donc, il y a ce besoin de combler ce manque-là qu'on va aller chercher par d'autres choses que le sport. Et c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent. C'est une vraie difficulté chez les sportifs, le moment de blessure ou le moment d'arrêt, voire même chez certains qui, même sans blessure, n'arrivent pas à respecter les périodes d'arrêt qui seraient juste pour se reposer et régénérer ce qui doit l'être. Donc, c'est pas tant psychologique que vraiment le fonctionnement hormonal de l'organisme et de ses sécrétions suivant les sports, les intensités qu'on pratique, mais aussi d'endorphines, la présence de sérotonine aussi, qui peut parfois manquer et qu'on va aller chercher à déclencher par les consommations de sucre. Ça, c'est quand je dis on va aller chercher à déclencher, c'est le corps qui le fait tout seul sans qu'on maîtrise vraiment ça. Mais voilà, en fait, c'est un fonctionnement physiologique, le fond de ces envies-là, plus que psychologique, parce que même on le voit parfois, on consomme du sucre ou autre aliment parce qu'il y a un gros moment de stress en fait. Et là aussi, c'est des surproductions hormonales qui peuvent créer des phénomènes proches des hypoglycémies parce qu'on va capter le sucre pour qu'il soit utilisé pour gérer le stress en question. Du coup, le corps se retrouve en manque, mais avec vraiment un fonctionnement en dents de scie qui est assez délétère finalement pour l'organisme et aussi pour la gestion de ses envies de sucre. Donc, c'est très relié à ça. Quand je mets le nez finalement dans une tablette de chocolat, j'arrive pas forcément à me stopper. Donc là, on est sur des pulsions, des envies soudaines. C'est normal, ça ? Oui, c'est normal. Il y a mais puis il y a aussi un plaisir gustatif aussi. Il faut pas le plaisir gustatif fait aussi partie de la récompense. En fait, ça déclenche. Il y a la sécrétion de dopamine qui est un truc physiologique de neurotransmetteurs qui est intime que toi tu ne perçois pas, mais il y a aussi ton plaisir gustatif qui entre en compte.
Et puis, voilà, tu joues avec cette récompense. Alors, l'autre chose aussi que tu pourrais avoir sur ce qui s'est passé pour toi, c'est que finalement, quand tu t'es transformé en sédentaire non sportif, parce que par la force des choses, tu as perturbé ton métabolisme et ton corps qui était habitué à consommer beaucoup de graisse, parce que tu es sportif d'endurance, il a perdu un peu de cette fonction et tu as consommé un peu plus de glucides et ça te permet t'as perdu probablement un peu de ta sensibilité à l'insuline et finalement, tu te retrouves à faire un peu plus en dents de scie au niveau de la glycémie et donc de l'insuline. Et tout ça, ça transforme un petit peu, ça donne un peu plus faim. C'est aussi un intérêt du sport, c'est que ça te permet de réguler ta faim en rendant ton corps plus sensible à l'insuline. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas manger, quand tu as fait du sport, le sucre que tu vas manger va aller directement dans le muscle et va moins jouer sur le reste. Alors que si tu es sédentaire, ton muscle il a pas travaillé, donc il a pas baissé son glycogène musculaire, donc il a moins d'appétence pour le sucre et ça modifie ton métabolisme. Alors je m'en suis rendu compte parce que en étant sédentaire, comme tu le dis, non sportif, mon assiette était pas forcément moins chargée. Donc je mangeais finalement autant. C'est là le piège peut-être de garder finalement en période de blessure ou d'arrêt de la pratique sportive le même volume et le même bol alimentaire. Laurine, qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose qui est très adapté parce que à la fois oui c'est le piège, on aurait besoin d'un peu moins et en même temps il peut se poser la question aussi de combien de temps le corps met à prendre un autre métabolisme, mais de toute façon il va quand même consommer moins par jour. Et après il y a quand même à gérer en même temps ce côté de frustration, et c'est là dans à la fois la vision de pourquoi on a consommé plus de sucre et comment on va faire pour en consommer moins, que c'est important de bien pouvoir gérer cette frustration-là et de pas tomber dans une frustration trop importante. Parce que justement, avec l'arrêt sportif, il y a déjà une frustration. Si on diminue l'assiette, mais vraiment dans la frustration, c'est peut-être pas tout à fait la bonne méthode de se dire je consomme moins, j'ai besoin de moins. Mais ça peut être une occasion de consommer mieux et de faire en sorte que le corps ait besoin de moins. Et en tout cas, ce qui peut être dans ces périodes assez intéressant à garder en tête, à se noter en post-it sur le frigo ou ailleurs, hein, c'était pas forcément pour avoir l'endroit alimentaire, mais c'est avant de manger, de réfléchir, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'ai faim, ou sans aller aussi loin dans cette réflexion-là, mais parfois, avant un goûter, de prendre le temps de se poser et que tout soit pas fait dans la vitesse où, du coup, on contrôle plus trop ce qui se passe et on fait dans l'habitude, on se laisse porter par la pulsion, sans pouvoir prendre un minimum de recul qui parfois est pas si difficile à prendre du moment qu'on y pense. Et le plus difficile, c'est souvent d'y penser en fait, à pas enchaîner comme ça, mais à peut-être avoir un exercice de respiration avant de prendre son goûter qui permet de prendre un peu de recul. Et souvent, ça aide les personnes à avoir une consommation qui est plus raisonnable et plus adaptée à leur vrai ressenti du moment. Alors on verra justement sur les stratégies à adopter, comment organiser peut-être ces collations et le goûter, et puis également sur le petit déjeuner, qui sont les deux finalement repas qui pour moi sont, je pense, les plus problématiques. Sur un repas du midi ou du soir, je pense que j'arrive plutôt bien à gérer, mais vous allez me donner également vos conseils. Avant d'attaquer justement cette stratégie pour éradiquer ce que j'appelle mon bec sucré, Fabrice, est-ce que tu peux rappeler les différentes formes de sucre que l'on peut trouver et quelle est leur utilité pour le corps? On m'a toujours dit que pour avancer, le cerveau avait besoin d'oxygène et de sucre. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, alors si on va reprendre un peu de terminologie, on va pas parler de sucre, on va parler de glucides.
ou de carbohydrates. Et parmi ces glucides, on en a plusieurs formes. Avant, on les classait sous forme de complexes ou simples, mais finalement, ça traduit pas réellement l'impact que ça a sur notre organisme. Ce qui traduit l'impact que ça a sur un organisme, c'est plutôt l'index glycémique. L'index glycémique, ça se mesure en donnant à chacun, enfin à des cobayes entre guillemets, 50 grammes de glucides sous la forme de soit de pommes de terre, de pâtes ou de bananes ou ce que tu veux, et de voir à quelle vitesse et à quelle intensité monte la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, enfin de glucose dans le sang. Et ça nous permet d'avoir des aliments à index glycémique bas, entre guillemets sucre lent, mais on préfère le terme d'index glycémique bas, modéré, index glycémique modéré, et sucre rapide entre guillemets, index glycémique élevé. Et comme je te disais, ça ne dépend pas de savoir si c'est un sucre complexe ou un sucre simple. Un sucre simple, par exemple, le fructose est un sucre simple et un index glycémique bas à 20. Et de la baguette est un sucre, un sucre complexe, on va dire, un glucide complexe, et a un index glycémique très élevé à 95. Donc tu vois, tu peux avoir un aliment à index glycémique très élevé et qui est un sucre simple, et à l'inverse, un aliment à index glycémique bas qui est un sucre complexe. Donc voilà, c'est les principes formes de glucides. Alors, faut savoir qu'en gros, les aliments à index glycémique bas, c'est tous les légumes, certains les légumineuses. Index glycémique élevé, ce sont toutes les sucreries, ce sont les sodas, ce sont certaines les pâtes, c'est index glycémique modéré. Les fruits, c'est plutôt index glycémique modéré. Donc voilà, tu as à peu près la vision d'ensemble. Alors, au niveau des pâtes, je crois que si on tarde un petit peu à les sortir de l'eau, est-ce qu'ils peuvent virer d'index glycémique bas à quelque chose de beaucoup plus élevé? Alors, ça, tu vas passer de modéré à élevé, oui. En fait, si tu veux modifier l'index glycémique de ton repas, de tes aliments, tu peux le faire. Il faut que, pour diminuer l'index glycémique, il faut que tu aies une cuisson al dente. Il faut que tu aies tu peux rajouter de l'huile d'olive avec les pâtes, ça va diminuer ton index glycémique. Et tu peux rajouter un peu de vinaigre ou un peu de jus de citron. Alors pas avec les pâtes, parce que les pâtes au vinaigre c'est peut-être pas terrible. Mais par exemple dans une salade ou des choses comme ça, avec un peu de jus de citron, un peu de vinaigre, ça te permet de réduire ton index glycémique. Donc il va falloir se tourner vers une table qui permet entre guillemets de regrouper l'ensemble des indices glycémiques des aliments que l'on peut trouver donc dans notre quotidien. Ça se trouve assez facilement. Oui, ça se trouve facilement. Il y a un site qui répertorie tous les aliments, qui est un site australien parce que c'est une équipe australienne qui s'en occupe, c'est le docteur Brand Miller, et ça s'appelle glycemicindex.com. Alors c'est en anglais, mais par contre ça regroupe toutes les études parce que l'index glycémique c'est vraiment quelque chose qui se mesure dans la vie réelle, et c'est vraiment l'intérêt de ce chose-là, c'est que tu mesures l'impact réel. C'est pas une imagination, c'est vraiment que tu mesures au niveau d'un panel de gens ce que ça donne. Ce que je disais, l'autre chose, c'est que de transformer un aliment, ça modifie son index glycémique. Par exemple, si tu prends des pommes de terre, elles vont avoir, si tu les mets en purée, elles vont avoir un index glycémique très élevé. Si tu les fais cuire à la vapeur et que tu les laisses refroidir, l'amidon va se reformer et tu vas avoir un index glycémique plus bas. Donc la transformation modifie l'index glycémique. Donc manger vrai permet d'avoir un index glycémique un petit peu moins élevé. Alors, Laurine, quels seraient les premiers gestes, les premières mesures à prendre pour que je puisse éradiquer donc ce bec sucré et retrouver un poids de forme, ou du moins celui qui me permet, entre guillemets, parce que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, ce qui me permet justement ce poids d'être au meilleur de ma forme avec des performances qui sont, on va dire, assez intéressantes. Quels sont ces premiers gestes ? Les premiers gestes, c'est déjà que les principaux repas, donc petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, comportent pas, ou en toute petite quantité d'index glycémique trop haut.
justement pour éviter d'avoir ces pics de glycémie qui entraînent après des sensations de faim. La glycémie va redescendre plus bas que les sensations de faim et de fatigue, ce qui est assez problématique. Et là, on rentre vraiment dans une spirale de frustration au niveau de la consommation. Donc ça, c'est une des premières choses à faire et où souvent on se rend compte que déjà il y a un déséquilibre dans les repas. Parce que le petit déjeuner, tu disais que ça pouvait être pour toi un moment problématique, mais c'est vrai que souvent il y a une consommation de sucre, index glycémique haut au petit déjeuner, alors que c'est le premier repas de la journée et il devrait nous permettre de tenir quand même assez longtemps. Donc on devrait miser plutôt sur des index glycémiques modérés et même bas. Donc ça, c'est une première chose à faire, repérer ces repas où on a ces sucres à index glycémique qui sont hauts. Donc très souvent, ce que je vois, c'est la confiture le matin, les céréales industrielles avec du sucre. Ça, c'est les principales erreurs. Et après, au repas, c'est les desserts des repas. Alors, il y a la consommation aussi de glucides trop raffinés au repas, des personnes qui mangent beaucoup de pâtes blanches, de pain blanc, voilà, des choses qui déjà ont un index glycémique plus haut. En changeant et en allant vers des céréales qui sont plutôt demi-complètes ou complètes, on arrive à baisser un petit peu l'index glycémique global du repas. En apportant, comme disait Fabrice, aussi des corps gras dans le repas et des bons gras, on amène aussi des éléments qui permettent d'abaisser l'index glycémique et qui en plus vont contribuer à la sensation de satiété à long terme. Et éviter les desserts trop sucrés, crème dessert, pâtisserie typiquement au repas. Et ça, c'est vrai que déjà, ce sont des éléments où on peut voir avoir un retour assez rapide sur ces sensations de faim ou pas par la suite et le confort qu'on trouve, pas que en envie de grignotage, mais au-delà de ça aussi en termes d'énergie sur le reste de ces demi-journées, matinées, après-midi. Ça, pour moi, c'est un élément vraiment principal pour commencer à réguler déjà la glycémie et ses envies de sucrer. C'est indispensable. Et comme je disais un peu plus tôt aussi, quand vraiment on a identifié qu'il y avait une consommation par compensation, notamment c'est souvent les consommations d'après-midi ou du soir, où c'est associé à l'ennui, mais aussi associé à un moment de détente. C'est je me détends, c'est le moment où je prends ce petit truc sucré, et d'arriver à le percevoir, à en faire une exception quand même de temps en temps. Hein. Je rentre là vraiment dans le conseil quotidien, mais aussi à peut-être trouver d'autres outils qui peuvent permettre de gérer ces moments d'ennui, de stress intense, de moral bas ou autre qu'on gère par la nourriture, alors que on pourrait avoir d'autres outils pour les gérer. Donc c'est vrai que moi, en termes de technique de respiration assez simple, souvent je conseille de faire au moins une séance de cohérence cardiaque. Donc c'est une pratique de respiration qui est assez facile à faire. On trouve plein de vidéos sur YouTube ou autres, et ça permet de le faire sans trop réfléchir. Ça dure 5 minutes. Donc c'est mentalement possible de le faire. Se rappeler que c'est 5 minutes, et avant un goûter, si on sait qu'on a tendance à toujours dévier le goûter, ou à la fin du repas du soir, hein, pourquoi pas, se dire je vais faire ça maintenant, et puis après je vais prendre mon goûter et me laisser libre de goûter comme j'en ai envie. Mais très souvent ça aide à en fait prendre un recul et qu'il n'y ait pas cet aspect émotionnel qui prenne le dessus, où on contrôle plus ce qu'on mange quand il y a ce côté vraiment de compulsion alimentaire. Mais il faut aussi qu'au sein des repas, on n'ait pas d'index glycémique trop haut, trop élevé. Sinon, c'est vraiment difficile après de devoir lutter. Et puis physiquement, on ressent le besoin d'avoir du sucre pour retrouver de l'énergie. Donc Fabrice, on peut, comme l'a dit Laurine, contrarier un petit peu le cerveau et l'emmener par des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque sur un chemin un petit peu meilleur que de se jeter sur le paquet de gâteaux ou le paquet de bonbons qui traîne dans le placard de la maison.
Mmh. Alors tout à fait. Alors pour compléter ce qu'a dit Laurine, pour la cohérence cardiaque, il y a des applications pour smartphone qui sont bien faites et qui te permettent de faire ça assez facilement et qui permettent à tout le monde d'y avoir accès. Alors moi, ma technique, c'est plutôt de s'activer en fait au moment où tu devrais manger, où tu as faim, ou si tu veux, ça te permet de faire autre chose. Et c'est vrai que tu sais qu'il m'arrive de faire des séquences où je m'entraîne plusieurs fois dans la journée sans manger. Et mon moyen pour éviter cette sensation de faim, qui est en fait une grande partie de la faim, elle est sociale. C'est-à-dire qu'on t'a habitué à manger à cette heure-là, et tu manges à cette heure-là, pas parce que t'as faim, mais parce que tu es habitué. Et le fait de faire du jeûne intermittent de temps en temps et de faire des séquences comme ça te permet de déceler un peu mieux ce qui est réellement ta faim et de comprendre un peu mieux. Parce que en fait, finalement, dans notre société où on mange matin, midi et soir, on n'a pas le temps d'avoir faim, on n'a pas le temps de comprendre ce qu'est réellement la faim. Alors, donc de mon côté, c'est plutôt trouver une activité. Alors, c'est vrai que moi, comme toi, j'étais un bec sucré jusqu'à il y a quelques temps. Là, j'ai arrêté depuis un bout de temps, hein. Mais voilà, enfin, il y a un moment où je buvais du Coca tous les jours, tous les midis, je buvais une canette de Coca, et il a fallu que je me déshabitue de ça. Et donc, il y a une partie du goût aussi, c'est que tu sens plus, tu t'es tellement habitué à manger sucré que tu perds cette sensation d'avoir du sucre. Et donc je mettais 3 sucres dans un mug de thé, et finalement du jour au lendemain j'ai arrêté. Et ça me permet de retrouver le goût des aliments, parce que du coup tu te retrouves avec une boisson qui a un vrai goût, qui est pas, tu t'as pas le goût du sucre. Et maintenant, si tu mets du sucre dans mon thé, je trouve ça horrible. Et ce qui m'a permis aussi de diminuer le sucre dans les gâteaux. C'est-à-dire que quand il y a une recette de gâteau, déjà j'en mange pas beaucoup, mais maintenant je diminue de moitié le sucre qu'il y a dans la recette. Donc il y a vraiment aussi, il va falloir prendre conscience que le début est difficile, mais que tu te déshabitues de ce goût du sucre pour retrouver le goût naturel des vrais aliments. Donc voilà, moi c'est les 2 techniques que j'ai utilisées pour réussir à me débarrasser de ce goût du sucré. Alors toi, pour le thé, j'arrive à le prendre ça naturellement sans sucre. Les yaourts, pareil, je peux les prendre nature. Ça va plutôt être moi sur des temps de goûter, comme on disait tout à l'heure, où je vais voilà, comme avec mes garçons, me mettre à table, et puis le paquet bien souvent y passe, ou sur ces périodes de soirée où on se retrouve, comme tu disais Laurine, sur un moment de détente, on est posé, et puis intervient peut-être une envie, et là c'est difficile de lutter. Donc il y a besoin sur un plan, ce que vous disiez, hein, émotionnel déjà, de contrecarrer ces projets-là. Être actif le soir et glisser une activité à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Là, avec un podcast ce soir, comme on enregistre, j'ai pas cette envie-là. Je suis avec vous et je suis en pleine conscience, concentré avec vous, mes invités. Donc là, il y aura pas cette envie-là. Après, je vais tenir compte, bien évidemment, de vos remarques, de vos conseils. Mais pour revenir justement sur le petit déjeuner, Laurine, est-ce que tu valides, comme Fabrice, le jeûne intermittent? On voit beaucoup sur les réseaux fleurir que l'on peut aisément jeûner le petit déjeuner parce qu'on n'en aurait pas besoin. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ça aux auditeurs? Moi, mon avis, il est en effet que c'est possible. Il faut, après, c'est adapté à chaque cas particulier, parce que on a des personnes, voilà, si on le dit trop vite, ça peut être pris sur différents modèles d'alimentation et d'entraînement. On a des personnes qui s'entraînent que le matin. Ça peut, sur certaines personnes, être problématique de faire des entraînements que à jeun. La physiologie est entraînée différemment, donc voilà, c'est adapté quand même aux besoins. C'est suivant le moment où on s'entraîne dans la journée. Est-ce que c'est plus le petit déjeuner, le repas du soir? Est-ce que ça convient vraiment au métabolisme de la personne? Il y a des personnes qui ont une forte dépendance au sucre, et passer d'un mode à un autre, c'est très compliqué. Ça peut mettre le corps dans un stress assez important. Donc, il faut le faire au bon moment. Ça coûte rien non plus de le tester déjà quelques jours et de voir si on met le corps en stress ou pas, comment ça se passe. Mais c'est une pratique qui a du sens dans de nombreuses situations, ça c'est sûr.
du moment, attention, où les autres repas compensent en termes d'apport le repas qui est enlevé. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent, c'est que du coup, le repas qui est enlevé, les apports sont pas compensés à d'autres moments, notamment en termes d'apport de protéines, par exemple. Et les protéines ont une grande importance dans la fabrication des messagers de notre système nerveux. Du coup, ça peut rendre encore plus difficile cette gestion émotionnelle et bien d'autres choses aussi. Mais c'est juste avec un bémol de la façon de le faire. L'idée de base, elle peut s'adapter à beaucoup de situations différentes, de façon différente. Fabrice, sur le jeûne intermittent, toi qui es habitué à l'ultra-distance avec peut-être des séances très matinales, je te laisse la parole. Alors moi, j'utilise le jeûne intermittent avec nuance. C'est-à-dire que, en fait, comme je te disais, il faut apprendre à connaître ta faim. Il y a des matins, je me lève, je vais m'entraîner, j'ai pas faim. Alors ce qui m'arrive souvent pour moi, c'est je vais nager le matin de bonne heure. Il y a des fois, je me lève le matin, j'ai pas faim, je mange pas, je vais m'entraîner. Il y a des fois, j'ai faim, je mange. Mais parce que je suis habitué à écouter ma faim maintenant. Après, sur les protéines, c'est ça qui peut poser souci. Laurine a raison. Alors, il y a les neurotransmetteurs, mais il y a aussi la synthèse des protéines musculaires de tes muscles. Et on se rend compte que on a besoin d'avoir un apport protéique au moins à 3 reprises par jour. Et donc, si tu zappes le petit-déj à chaque fois, ça pose un souci, surtout s'il y a des grosses séances. Donc, tu peux éventuellement t'entraîner à jeun et puis prendre petite ration de protéines juste derrière. Donc, ça te fait une espèce de jeûne intermittent, mais un petit peu modéré. Ça te fait un jeûne intermittent sur les glucides parce que tu vas manger que des protéines. Tu peux manger des œufs, par exemple, avec un peu de lipides. L'autre problème de sauter le petit déjeuner, c'est qu'il y a des études qui se sont rendues compte que si tu ne prenais pas ton petit déjeuner et que tu devais faire du fractionné à l'entraînement le soir, ça limitait tes capacités d'entraînement à faire du fractionné et donc tu peux limiter la qualité finalement d'une séance. Donc si tu prévends du fractionné le soir, évite de sauter ton petit déj. Donc je pense que c'est des choses que tu peux utiliser avec nuance, pas systématiquement, mais ça te permet aussi de te rendre compte de comment fonctionne ton organisme, de comprendre ta faim, de comprendre que t'as pas besoin systématiquement de manger à chaque repas. Donc c'est des choses, un peu explorer ton organisme et comprendre comment tu fonctionnes. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Alors, est-ce que des personnes qui viendraient à bannir les glucides de leur alimentation s'exposent à des risques? On voit fleurir des méthodes soi-disant miraculeuses pour perdre du poids où on dit vous stoppez les glucides. Là, je vous entends vrombir derrière vos micros. Vas-y, Fabrice. Ouais, si tu te passes de glucides, finalement, tu te retrouves dans le régime cétogène. Si, en gros, manger moins de 50 grammes de glucides par jour, tu te retrouves au régime cétogène, c'est-à-dire que ton organisme va fonctionner sur un mode de secours et il va produire des corps cétoniques, d'où le nom régime cétogène, à partir des graisses. Et ces cétones sont produits dans le foie. L'avantage des cétones, c'est que ils vont permettre de servir de carburant à ton cerveau. Comme tu l'avais dit tout à l'heure en introduction, ton cerveau il ne fonctionne qu'aux glucides et pas aux graisses, sauf que il est capable de fonctionner avec des cétones. Et donc c'est l'intérêt du régime cétonique, c'est que cétogène, c'est que finalement ton organisme trouve un moyen de fonctionner de secours tout à fait adapté. Alors il y a certaines personnes qui se trouvent formidablement bien avec le régime cétogène, mais pas tout le monde. Donc c'est quelque chose que tu peux tester, qui est assez qui mérite d'avoir un accompagnement parce qu'il faut des connaissances en nutrition assez évoluées, parce qu'il va falloir remplacer les glucides que tu ne manges pas par des graisses pour avoir ta ration calorique suffisante et ne pas te retrouver avec des conséquences. Il va falloir que tu te ressentes sur certains minéraux ou vitamines que tu ne trouveras pas dans ce régime cétogène, alors où tu trouveras moins, par exemple, la vitamine C, parce que en régime cétogène, tu limites les fruits, par exemple. Donc c'est un mode de fonctionnement acceptable, qui est d'ailleurs utilisé pour lutter contre certaines maladies. On se rend compte que c'est efficace pour stabiliser certaines épilepsies rebelles au traitement. On se rend compte que finalement, ça aurait peut-être un certain impact sur certains cancers, pas tous, alors faut pas rentrer tous en régime cétogène, que ça pourrait avoir un impact dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à organiser, mais qui est plausible. Et au niveau sportif, certains sportifs qui courent au régime cétogène sont capables de tenir des heures et des heures en ne mangeant rien. Ça te permet de résoudre ton problème
d'intolérance aux glucides à l'effort, alors que d'autres sont fortement perturbés par ce régime cétogène et perdent leur capacité à accélérer. C'est-à-dire que si tu fais un trail, tu vas être capable de courir longtemps, mais si tu dois grimper une bosse ou si tu dois faire un sprint, tu vas te retrouver un peu limité. Donc c'est un moyen de secours acceptable. Donc à prendre avec quand même des précautions si on veut se lancer dans cette alimentation, on va dire pauvre, voire totalement dénuée de glucides. Mais est-ce que la consommation excessive de sucre peut provoquer des blessures? Laurine, est-ce que tu as rencontré, toi, des sportifs qui, en ayant une trop grande consommation de sucre, et pas forcément du bon sucre, peuvent s'exposer à des tendinites, à des pathologies de ce type? Alors, c'est une longue chaîne faire le lien direct sucre-blessure, c'est pas forcément quelque chose d'évident comme ça. C'est problématique parce que par la chaîne de transformation des sucres, on a souvent une augmentation de l'inflammation quand il y a des surconsommations de sucre. Mais plutôt des inflammations qu'on appelle de bas grade, donc c'est-à-dire des inflammations de fond de l'organisme qui peuvent toucher la sphère musculaire, ostéo-articulaire, mais aussi digestive. Chez la femme, les organes génitaux, c'est fréquent qu'il y ait des liens aussi. Donc, faire le lien aussi direct que ça, manger trop de sucre provoque des blessures. Moi, en tout cas, je le ferai pas aussi simplement que ça. Mais en effet, on rentre dans un contexte qui est plutôt sur un terrain qui est plutôt favorable à de l'inflammation et aux conséquences que ça peut avoir. Et ça va varier chez chaque personne. Donc, c'est de prendre ce lien entre les deux quand même avec un peu de distance et pas un lien direct. C'est sûr qu'il y aura des blessures parce qu'on consomme trop de sucre, parce que ce serait faux aussi. Mais en effet, ça donne un terrain qui est assez favorable, il me semble. Fabrice, je te laisse rebondir sur les propos de Laurine. Bon, alors tout à fait d'accord avec elle. L'inflammation chronique de bas grade, oui, l'excès de glucides favorise l'inflammation chronique de bas grade. Or, l'inflammation chronique de bas grade, elle est source de nombreuses maladies. Elle participe à la genèse des cancers, ça participe à la genèse des maladies cardiovasculaires, ça participe à la genèse des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, Donc, on est des sportifs, on n'a pas envie de se blesser, mais on est des êtres humains aussi, et on n'a pas envie d'être malade. Et donc, il faut mettre les deux en compte. Et j'ai l'habitude de dire que justement, il faut vraiment comprendre que nos performances ne doivent pas se faire au détriment de notre santé, et qu'on est à la fois sportif et humain, et qu'il faut qu'on s'occupe à la fois de notre santé et de nos performances. Donc oui, il faut se méfier des excès de glucides. Puis en plus, un excès de glucides, ça va surstimuler ton insuline. Or, j'ai expliqué tout à l'heure que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Qui dit stockage, c'est que tu vas stocker du gras. Tu vas stocker du gras dans ton ventre. Le gras du ventre est pro-inflammatoire, il favorise l'inflammation de bas grade. Et on rentre dans le circuit de la maladie. Donc oui, il faut se méfier des excès de glucides. Alors, comment faire pour se débarrasser justement de cette graisse que j'ai pu accumuler en quelques semaines de sédentarité et de repos sportif? Ça repasse donc là par une activité physique qui est un peu plus soutenue. Mais est-ce que le sommeil peut avoir un impact sur cette prise de poids et sur ces kilos qui sont venus s'ajouter sur la balance au fil des semaines? Laurine, je te laisse la parole. Oui, alors c'est des réponses là qui sont très vagues à chaque fois, mais c'est aussi pour montrer la complexité parfois de certaines problématiques. Le sommeil, bien sûr, peut avoir un impact. Le stress a un impact très important puisque en fait, en état de stress, on sécrète plus de cortisol qui va faire sécréter plus d'insuline et faire stocker plus, comme le disait Fabrice. Donc on stresse, un mauvais sommeil. Et pourquoi on a un mauvais sommeil? Est-ce que c'est parce que l'alimentation au repas du soir est mauvaise? Est-ce que c'est parce que on est en état de stress, en hypernervosité? Voilà. Essayez de comprendre un petit peu. C'est pas toujours évident, hein. Parfois, ça prend un peu de temps à comprendre sa problématique.
plus on commence tôt à observer les moments où on a des troubles, plus on va comprendre vite, mais ça peut vraiment prendre du temps de comprendre ce qui est en jeu. Mais le sommeil peut avoir un impact, bien sûr, parce qu'il a un impact sur la régénération de l'organisme et la régénération du cycle de fabrication de messages nerveux. Donc, si le sommeil est mauvais, il y a aussi d'autres choses qui entrent en compte souvent. Il faut voir quoi, parce que ça peut avoir un impact sur la prise de poids aussi. Et un mauvais sommeil fait aussi que le lendemain, on est moins apte à bien gérer son stress. Donc voilà, petit à petit, il y a un cercle qui n'est pas très vertueux qui se met en place et qui peut agir dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent agir sur une prise de poids. Donc arriver à recoller les différents éléments, c'est important. Fabrice, parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime se coucher tôt, non pas que tu sois un couche-tôt, mais tu aimes justement te coucher tôt. Quel est ton avis sur cet aspect du sommeil et ce lien que l'on peut faire avec l'alimentation et le poids ? Alors, je suis un couche-tôt, donc voilà, j'aime me coucher tôt et j'aime avoir mon compte de sommeil, mais par contre, je suis lève-tôt aussi. Mais le sommeil est fondamental. Comme l'a dit Laurine, manquer de sommeil, ça favorise la prise de poids. Manquer de sommeil, ça favorise les blessures sportives. Le problème, c'est qu'en France, enfin, je pense que dans d'autres pays aussi d'ailleurs, le sommeil est parfois mal perçu. C'est vrai qu'en général, quand je dis que je me couche tôt, il peut y avoir des moqueries parfois. Bon, ça me passe au-dessus, parce que je sais que c'est important pour ma santé. Mais le sommeil est mal perçu, la sieste est mal perçue. Moi, j'ai travaillé ce matin et j'ai fait une sieste après-midi. C'est vrai que certains perçoivent ça mal, mais le sommeil est vraiment important et malheureusement délaissé. La plupart des gens n'ont pas leur compte de sommeil. D'ailleurs, souvent, beaucoup de personnes sont obligées de boire du café le matin pour se réveiller. Et ben, c'est peut-être signe que il faudrait peut-être dormir un peu plus, se coucher un peu plus tard, ne pas regarder la télé, avoir son moment de calme le soir. D'ailleurs, ça permet de lutter contre le grignotage. Je pense qu'effectivement, redonner sa vraie valeur au sommeil, et c'est pas 6 heures qu'il faut par nuit, c'est bien plus, permettrait de lutter contre beaucoup de maladies, contre le surpoids et toutes ses conséquences, contre le risque de blessure chez le sportif. Le sommeil doit retrouver sa vraie valeur, doit être favorisé et doit être même, c'est un geste de bienveillance pour votre santé de dormir suffisamment. Alors, quelles seraient les autres pathologies, les risques auxquels on peut s'exposer avec, alors pas que le manque de sommeil, mais une surconsommation de sucre. Si ça dure vraiment dans le temps et qu'on n'arrive pas à se sortir de ce cercle un petit peu malsain avec une consommation à outrance de produits sucrés. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Qu'est-ce que va, entre guillemets, faire notre corps ? Alors, comme on a vu ensemble tout à l'heure, tu vas avoir une sursécrétion d'insuline. Qui dit sursécrétion d'insuline dit inflammation chronique. Qui dit sursécrétion d'insuline dit fabrication de graisse viscérale, et c'est surtout cette graisse viscérale qui est dangereuse pour notre santé. C'est d'ailleurs le tour de la taille, la taille du tour de ventre est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et tout ça, donc ça va favoriser certains cancers, le diabète, certaines maladies neurodégénératives. Ça va mais tout ça, c'est comme le disait Laurine, ce sont des cheminements longs. C'est vraiment des choses qui se font par une multitude de réactions biochimiques et tout ça est un petit peu entremêlé, donc c'est pas une trace directe. Mais voilà, ça favorise énormément de maladies dites de civilisation finalement, parce que on surutilise cette insuline qui finalement perd son rôle qu'elle avait quand on était des chasseurs-cueilleurs et qui est surutilisée à notre détriment. Alors, on va voir le plan d'action maintenant. Fabrice, tu pourras me faire une ordonnance peut-être pour une prescription de préconisation alimentaire. Mon grand-père avait pour habitude de dire « un sac vide, ça ne tient pas debout ».
Donc le matin, pour lui, le petit déjeuner était primordial. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait, en fonction de notre activité, de notre ressenti, parfois le sauter. Quel serait, Laurine, pour toi, un petit déjeuner équilibré où le sucre aurait une part un petit peu moins importante que nos sociétés occidentales ne veulent lui accorder aujourd'hui avec, tu l'as dit, les viennoiseries, alors pain au chocolat ou chocolatine, ça dépend des régions, et puis ces céréales, on va dire, très industrielles. Qu'est-ce que l'on doit mettre et qu'est-ce que je vais devoir mettre dans les semaines à venir pour justement endiguer et stopper cette spirale un petit peu trop sucrée? Alors, sur le petit déjeuner, on cherche à apporter en fait du gras et des protéines. Donc plutôt des bons gras, qui seraient plus riches en oméga 3. Mais, déjà pour gérer ces apports de sucre, éviter, le pain blanc et les produits sucrants, moi ce que j'aime beaucoup conseiller, parce que c'est, un aliment qui peut être plaisir, c'est les crêpes ou les pancakes. Souvent, ça permet aussi d'avoir une organisation qui est un peu plus facile. On les fait d'avance, on les met même au congélateur. La seule chose, c'est de les faire avec des farines qui soient plutôt demi-complètes ou complètes. Si on peut varier avec d'autres farines que le blé, c'est tant mieux. Mais déjà, ça peut être une première étape, avoir des farines demi-complètes, complètes. Pancake crêpes, on a du plaisir très souvent à manger ça. Et on peut mettre plein de choses dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un petit déjeuner plutôt salé avec des œufs ou avec un peu de fromage frais. Essayer de varier, manger du fromage frais tous les matins, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas forcément. Si on le varie et qu'en fait c'est 2 fois par semaine, là c'est autre chose. Ça peut permettre à tous ceux qui aiment d'avoir un petit déjeuner qui est quand même assez rassasiant et où on n'aura pas ces apports de sucre à index glycémique trop haut. Dès que des personnes qui arrivent pas à couper certaines habitudes, comme le yaourt sucré, le sucre dans le porridge par exemple, moi souvent je conseille dans ce cas de mettre du sucre de coco qui a un index glycémique qui est quand même plus bas. L'idéal, c'est d'être sur du salé. En plus, on sort de l'habitude du sucre qu'on envoie au cerveau comme message de réconfort. Donc, ça aide à couper la spirale. Pour autant, si c'est trop difficile, parce qu'on n'aime pas le reste ou parce qu'on a un appétit plus léger le matin et qu'on veut les œufs, ça passe pas, par exemple. Dans ce cas-là, utiliser le sucre de coco en produit sucrant. C'est un sucre qui est un peu plus cher qu'un sucre commun. Du coup, on l'utilise moins en grande quantité, mais quand c'est l'histoire d'une cuillère à café, je trouve que c'est assez adapté. Et essaye de mettre du gras dans ton petit déjeuner. Donc on en retrouve dans les œufs, mais on peut très bien aussi utiliser, même si on prend du pain, des huiles qui sont riches en oméga 3, comme l'huile de noix, l'huile de lin par exemple, qu'on peut utiliser en tartine. C'est des tartines qu'on fait alors plus pour les repas, mais dans le sud, ça se fait beaucoup d'utiliser l'huile d'olive comme ça. En fait, on a tout intérêt à le faire avec ces huiles qui sont très riches en oméga 3. Même si on se fait un pancake avec un peu de fromage frais, on peut rajouter de l'huile végétale par-dessus. Voilà, moi, c'est les astuces que je donne très souvent pour le matin et qui permettent à chacun de trouver son petit déjeuner adapté aussi à ses envies. Donc, si on est adepte du pain, on garde plutôt un pain complet ou semi-complet. On bannit la baguette blanche. C'est ça. Plus on aurait de troubles digestifs, plus on va y aller progressivement. C'est-à-dire que un pain complet, il peut être un peu plus difficile à digérer. Et dans ce cas-là, si on sait qu'on a déjà des troubles digestifs, il vaut mieux commencer par du demi-complet, vérifier que ça ne pose pas de soucis particuliers et à la rigueur, passer sur du complet par la suite. C'est la petite chose à connaître pour moduler en fonction de son terrain. Fabrice, est-ce que tu as des choses à ajouter au propos de Laurine pour le petit déjeuner? Pour moi, c'est des œufs. C'est une bonne source de protéines. Ça peut être du jambon ou ça peut être du saumon fumé. Ça dépend des goûts de chacun. Parfois, c'est un petit peu fort, mais les œufs, c'est facile. Tu peux même te préparer ça la veille avec des œufs durs ou des œufs mollets.
Un petit peu de pain plutôt complet, effectivement, plutôt même au levain parce que ça te diminue l'index glycémique et ça te permet de mieux assimiler les minéraux qu'il y a dedans. Une poignée de noisettes, noix, amandes pour avoir des bons gras. Un petit peu de beurre éventuellement sur ton pain et un fruit. Et là, moi, je trouve que tu as un petit déj qui est plutôt pas mal parce que ça te permet d'avoir un index glycémique assez bas, ça te permet d'avoir des graisses qui sont importantes pour ta santé et ça te permet d'avoir des protéines à 3 repas si tu en manges suffisamment sur les 2 autres repas. Et on a dit tout à l'heure que il fallait avoir au moins 3 rations de protéines dans la journée. Donc voilà, pour moi c'est une solution. Alors c'est vrai que c'est à l'opposé des goûts de la plupart des Français qui font se prendre un petit déj sucré catastrophique avec pain, baguette blanche et confiture. Mais la plupart des gens à qui j'ai conseillé ça ne feront pas machine arrière, n'ont pas envie de faire machine arrière, se trouvent très bien avec un petit déj comme ça salé. Donc je dirais l'essayer, c'est l'adopter. En fait, il faut prendre se dire j'essaye et puis je verrai, et finalement après on s'y trouve beaucoup mieux parce que l'organisme fonctionne mieux comme ça. On n'a pas cette sensation de faim à 10 heures le matin parce que justement l'index glycémique étant modéré ou bas, on n'a pas eu cette hypoglycémie réactionnelle qui fait qu'on a faim vers 10 heures. Donc c'est à mon sens une bonne solution. Qu'est-ce que l'on pourrait dire sur le miel au petit déjeuner ? C'est comme le sucre, c'est un indice glycémique relativement élevé. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Laurine ? Ah ouais, je serais curieuse d'ailleurs d'avoir l'avis de Fabrice sur cette question-là, parce que moi, dans tout ce que j'ai pu documenter sur ces questions, ça reste assez varié. Aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que je recommande pas forcément au petit déjeuner. Je sais qu'il y a quand même certains miels qui ont des index glycémiques un peu plus bas, notamment comme le miel de châtaignier, mais ça reste un produit sucrant assez haut. Donc moi j'ai tendance à le faire reporter au goûter, soit de fin de matinée, soit de fin d'après-midi, pour les gens qui aiment beaucoup ça et qui n'ont pas envie de s'en passer. Alors Fabrice, je te laisse répondre à Laurine. Alors effectivement, les miels ont un index glycémique variable en fonction de leur composition, en fonction de savoir s'ils sont crémeux ou bien fluides. Mais finalement, ils restent tous avec un index glycémique assez élevé, qui est assez proche finalement du saccharose, c'est-à-dire du sucre de table. Je crois que c'est autour de 65. Alors tu as une petite fourchette de variété, mais ça reste du sucre. Ça reste avec un index glycémique modéré haut. Donc oui, c'est quand même un aliment dont il faut se méfier, qui peut avoir d'autres vertus en fonction du type de miel que c'est. Mais ça reste un aliment sucré. Et puis ça te conserve cette habitude au sucre, donc ça te permet pas au goût sucré. Donc c'est pas quelque chose qui va te permettre d'enlever ton bec sucré. C'est-à-dire que tu vas l'habituer à autre chose, mais tu vas pas tu vas pas l'effacer en fait. Donc je suis d'accord avec Laurine. Moi j'ai vraiment l'habitude de me méfier du miel. Alors c'est sympa de temps en temps, mais il faut pas en abuser. Sur le repas du midi. Là, je disais, il y avait un petit peu moins quand même de difficultés. Je serais plutôt à privilégier un morceau de fromage qu'un dessert. Est-ce qu'il y a des préconisations sur cette pause déjeuner du midi, Laurine ? Là, souvent les grandes problématiques, c'est quand il y a beaucoup de glucides raffinés, c'est-à-dire des farines blanches, pain blanc, pâtes blanches, qui ont un index glycémique qui est quand même assez haut, encore plus si c'est surcuit et du coup qui peuvent faire qu'en fait on ne tient pas très longtemps en termes d'énergie. Donc c'est souvent ça le point principal à regarder en dehors du dessert, mais tu disais que tu étais moins sur du sucré là-dessus. Pour le midi, moi c'est ce que je t'inviterais à regarder si tu penses qu'il y a beaucoup de choses blanches que tu manges. Est-ce que pour le soir, Fabrice, on a la même stratégie que le midi ? C'est-à-dire, on va essayer de limiter, comme l'a dit Laurine, tout ce qui est farine à index glycémique élevé, parce que la nuit, est-ce que c'est si bon que cela de charger en glucides ? Alors oui, c'est la même stratégie. De toute façon, il faut éviter de surstimuler l'insuline.
La seule exception, c'est un petit peu le goûter, parce que finalement, quand tu as la sécrétion d'insuline au moment du goûter, tu vas avoir la fabrication de tryptophane qui va être favorisée, de sérotonine et de mélatonine surtout, qui va te permettre de t'endormir plus facilement. Après, je rajouterais que sur le repas du midi et du soir, mieux vaut commencer le repas par des légumes, parce que ça te permet de diminuer la réponse insulinique à ton repas. Donc, essaye de commencer tes repas du midi et du soir par des crudités ou des légumes, et surtout ne commence pas par les féculents. Mais sinon, c'est la même stratégie le midi et le soir. Pour le goûter, quel serait finalement votre goûter idéal? On va commencer par Laurine, puis on écoutera le goûter idéal de Fabrice par la suite. Goûter idéal, déjà c'est le moment de se faire plaisir. Donc si en plus on est sur une phase de démarrage où on a quelques changements sur les autres repas, ce qu'on a enlevé et qui nous a vraiment manqué, ça peut être le moment de plaisir pour éviter d'être trop dans la frustration. Après, ça va être ces chocolats, bananes et fruits secs oléagineux type noisettes, amandes. L'idée étant en effet, comme le disait Fabrice juste avant, d'apporter un peu de sucre à ces moments et de stimuler ces productions de sérotonine qui vont être importantes. C'est le moment où le corps les demande aussi, donc on répond à un besoin. Et c'est important, c'est dans cette gestion du sucre de se dire c'est pas juste je me prive pour me priver, mais c'est à quel besoin je réponds en mangeant telle ou telle chose. Est-ce que c'est un besoin physiologique, émotionnel et du coup c'est en répondant petit à petit à ces questions qu'on arrive à enrayer ces envies-là sans tomber dans une frustration trop intense. Alors justement, Laurine, pour rebondir sur le fruit que tu as cité, la banane, en fonction de sa maturité, est-ce qu'elle va avoir les mêmes apports sur le plan nutritionnel? Alors, sur le plan de la glycémie, en tout cas, c'est vrai qu'une banane qui est mûre, voire trop mûre, va avoir un index glycémique qui est quand même plutôt haut. Et si on la garde tout juste à peine mûre, là, on a un index glycémique qui est plus bas. Il faut quand même rester vigilant parce qu'on sait que chez les sportifs, notamment en pratique d'endurance, quand même la sphère digestive, c'est une des fragilités. Une banane trop verte, elle peut être indigeste. Donc si on sent qu'on ne digère pas sa banane, qu'on mange trop verte pour l'index glycémique, il faut agir et réagir en bonne intelligence aussi. C'est que c'est pas une bonne chose de pas digérer un aliment. C'est pas bon pour le système digestif. Et dans ce cas-là, il faudra consommer une banane un peu moins verte que ce qu'on avait pris, en sachant aussi que si c'est au moment du goûter, on n'a pas à tenir des heures et des heures. Souvent, on a un temps à tenir qui est un peu plus court, donc on peut se permettre d'avoir un index glycémique qui est déjà un peu plus haut que ce qu'on aurait au repas. Alors Fabrice, ton goûter idéal, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu mets dedans? Moi, je fais un peu comme Laurine. Moi, je mets une poignée de noisettes amandes et souvent un fruit ou un carré de chocolat. Après, le goûter est pas indispensable non plus. Hein. Tu peux te passer de goûter. Et les enfants peuvent aussi se passer de goûter. Ce qu'il faut éviter, c'est de se gaver le soir, enfin au moment du goûter, et de se précipiter sur des sucreries surtout. Après, tu peux aussi profiter d'une séance d'entraînement pour te faire un repas, une ration de récupération goûter un petit peu plus glucidique. Et donc là, effectivement, la banane, c'est une bonne solution. Les fruits secs sont une bonne solution aussi. Mais voilà, c'est pas le goûter est pas indispensable. Par contre, si tu le prends, il faut privilégier des aliments de qualité et des vrais aliments. On va éviter tout ce qui est quand même sucrerie, même si on a la sécrétion de sérotonine, mais on va éviter quand même les sucreries et les sucres raffinés. Pour le soir, est-ce que la stratégie pour finalement tromper encore un petit peu le cerveau, même s'il est suffisamment malin, ce serait pas de dire je prends mon dessert avec un timing un petit peu éloigné du repas, c'est-à-dire je sais pas, on finit le repas à 20h30 et je prendrai mon dessert, mon yaourt, mon fruit
qu'à 21h, 21h30 avec un petit peu de décalage par rapport au repas. Est-ce que ça peut être une stratégie pour éviter le craquage de milieu de soirée que l'on peut avoir et que j'ai pu avoir et que j'ai encore au moment d'être dans le canapé? Alors moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Tu prends ton repas, tu le finis et tu ne remanges pas après. On s'est rendu compte que il est important pour la santé, un peu sur le modèle du jeûne intermittent, d'avoir une période assez longue entre deux repas, donc entre ton repas du soir et ton petit déjeuner. Donc j'aurais même tendance à te dire de prendre ton repas du soir, ton dîner plus tôt, et ne mange pas derrière pour laisser justement ton insuline au repos le plus longtemps possible durant le soir, la nuit. Ça te permettra de dormir mieux et ça permettra à ton organisme de mieux se régénérer. Donc moi je dirais non, tu manges tout d'un coup, le soir plus tôt et rien après. Alors un docteur qui intervient sur le podcast, qui est spécialisé dans la nutrition, nous a dit avec Laurine juste avant d'enregistrer qu'il avait pris un petit carré de chocolat. Alors est-ce que c'est autorisé ça quand même? Oui, c'est autorisé, c'est ce que je fais parce que c'est mon moment de plaisir et de discussion, mais j'essaie de le prendre assez rapidement après le repas et c'est pas quelque chose que je cale tard le soir, c'est vraiment quelque chose que je prends assez rapidement après le repas et sans abus, sauf il m'arrive comme tout le monde de tomber un peu dedans des fois, mais assez proche du repas et surtout en essayant de manger de bonne heure. Donc ça fait partie des préconisations. Alors, Laurine, pour les semaines à venir, quel va être mon programme? Qu'est-ce que vous me conseillez de mettre en place? Est-ce que tu m'encouragerais à noter peut-être ces plats, ces menus que je peux entre guillemets mettre dans mon quotidien au niveau des repas? Est-ce que ça c'est une stratégie pour peut-être avoir conscience de ce que j'ai pu manger? Repérer peut-être les moments de craquage, comment je vais procéder, parce que là je m'engage devant les auditeurs et vous reviendrez pour un épisode bilan dans quelques semaines et puis on verra dans combien de semaines vous préconisez, parce que le changement il va pas se faire du jour au lendemain, mais au quotidien, comment je mets en place? Est-ce qu'il faut que je note, que je pointe et que je consigne ces prises alimentaires? Moi, je trouve ce qui est important, c'est pour pouvoir déjà commencer, c'est de savoir ce que tu vas faire. Tu vois, là, tu as eu plusieurs idées de petit déjeuner, de goûter, et bien te dire, ok, moi c'est ce petit déjeuner qui me tente, les autres pas trop. Ça va être difficile pour moi, alors je vais au plus facile. Le noter. Et du coup, déjà, pouvoir faire tes courses en fonction. Parce qu'en fait, si ça reste du flou, c'est plus difficile à passer le pas. Donc, te dire, OK, je vais faire ça, et au goûter, je vais prendre ça. Comme ça, c'est défini pour toi et c'est un peu plus simple. T'as pas besoin d'y réfléchir. Du coup, t'es aussi un peu moins soumis aux pulsions. Ça, c'est pour commencer. Pour le suivi, en général, et là, ça dépend de chacun, mais je préfère faire des impressions à la semaine de comment la semaine s'est passée, et de toute façon, dans le sens où souvent les personnes, le fait de changer leur petit déjeuner, de changer leur goûter ou leur repas du soir, la fin du repas, finalement elles y pensent déjà à plusieurs moments dans la journée et elles se font un petit bilan par elles-mêmes. Est-ce que ça c'était facile ou pas? Et à la semaine, c'est de se dire première semaine, qu'est-ce que j'ai vraiment mis en place? Est-ce que ça m'a été bénéfique? C'est-à-dire que déjà, en termes d'énergie générale, je me suis sentie mieux. Est-ce que ça a été facile ou pas? Ça, je trouve que c'est un élément qui est vraiment à noter. Ça peut être un petit peu plus difficile les premières semaines, mais ça doit se faciliter par la suite. Donc, c'est un élément aussi d'évaluation de à quel point, entre guillemets, notre dépendance au sucre est en train de passer ou pas. Et voilà, moi souvent je le préconise plus à la semaine qu'à la journée. Pour autant, parfois, pas forcément sur des périodes longues, mais une fois que tu as un peu pris le rythme et que tu as une semaine type où ton entraînement est celui que tu as souvent, ça peut être intéressant de le noter à la journée pour que tu arrives à vraiment retracer tes impressions que tu as eues dans ta vie quotidienne et dans ton effort, et comment ça a un impact dessus. Et là, c'est plutôt pour affiner l'observation qu'on a de soi-même
et arriver à affiner aussi les conseils là que tu as pu avoir, les adapter à vraiment ce que ça implique pour toi et quel intérêt ça a pour toi. Voilà comment je verrais les choses. Fabrice, quelle est ta vision? Tu complètes les éclairages de Laurine sur la méthodologie à adopter pour les semaines à venir, les mois même à venir? Moi, je pense qu'il faut te focaliser sur un truc à la fois. C'est-à-dire, bon, toi, si tu as éliminé le sucre du thé, c'est bien, et tu passes à une autre chose, parce que souvent, quand tu vas essayer d'appliquer plusieurs conseils à la fois, ça peut être décourageant, parce que tu sais plus trop où tu en es. Donc, je conseille souvent de faire une chose à la fois. Première fois, j'enlève le sucre de mon thé le matin. Ensuite, j'enlève le sucre de mon yaourt, mais toi, tu l'as déjà fait. Ensuite, je vais adapter mon petit-déj. Et ensuite, je vais faire un petit peu comme tu le ressens, mais je conseille de faire une chose à la fois. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir être patient. Et il va falloir te dire que finalement, ton goût va se modifier. Et au fur et à mesure, ton palais va s'habituer à manger moins sucré et ça sera bien plus facile pour toi. Donc voilà, je pense qu'il faut être radical à chaque fois, mais une chose par une chose et surtout patient et progressif. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est l'hydratation. Donc là, il y a tout ce qu'on disait, les sodas et autres. Est-ce qu'on peut orienter, on va dire, l'hydratation par des infusions, du thé, ou est-ce que on se contente de l'eau pure et dure? Laurine? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, on peut l'orienter vers de l'eau, vers des tisanes, pardon. Ça n'empêche pas de boire de l'eau claire, c'est pas remplacer l'eau qu'on devrait boire par des tisanes. Après, le thé, c'est à voir parce que on va plutôt le garder quand même pour la matinée aussi, par rapport à la théine qui peut avoir un effet excitant en fonction des personnes. Donc, si on doit privilégier quelque chose, ce serait plutôt certaines tisanes. Et là, ça peut être, ça tombe assez bien, mais ça peut être une petite astuce. C'est à chacun de trouver ce qui lui plaît et ce qui va être facile. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé sur le soir, notamment, pour arrêter de manger après le repas. En fait, de prendre une tisane. Il y a certaines tisanes qui ont un goût qui est quand même un petit peu sucré, qui peut permettre d'amener ce côté réconfortant au cerveau, de le tromper un certain temps, notamment tout ce qui est à base de cannelle, de réglisse. On a l'intérêt, du coup, d'apporter ce message-là. Alors, ça paraît beaucoup moins fou que la pâtisserie en fin de repas, mais ça peut être aussi un petit défi de se dire je prends ma tisane, si j'ai encore faim ou encore très très envie de ça après, je le prends. Et on va s'apercevoir très souvent que ça aide à terminer le repas parce que finalement on la prend en regardant quelque chose ou en lisant et on passe cet moment de fin de repas où on n'avait pas envie de s'arrêter. Donc ça peut être une astuce qui marche chez certains. Voilà, mais quand même boire aussi de l'eau pour pas avoir que des tisanes et puis pour pas avoir non plus trop de quantité, ça peut avoir un côté diurétique qui est plus ou moins intéressant. Fabrice, ton regard toi sur l'hydratation, l'eau claire, je pense que c'est la meilleure des boissons en tout cas à intégrer pour son corps. Oui, tout à fait. Il faut boire suffisamment dans la journée. On ne sait pas quelle quantité exactement finalement parce qu'il n'y a pas d'étude qui est décidée, qui nous ait déterminé une quantité suffisante. Mais boire de l'eau, les tisanes, le thé, c'est très bien. Attention, le thé quand même est très riche, est riche en caféine si on en boit beaucoup. La théine, c'est de la caféine. Les tisanes, c'est une bonne idée. Tout ça, le thé, les tisanes apportent des antioxydants qui sont bénéfiques pour notre santé. Alors attention à boire trop le soir parce que finalement, comme c'est diurétique, ça peut vous faire courir aux toilettes toute la nuit, donc ça c'est pas une bonne solution. Aussi, on revient à l'importance de la qualité du sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, par contre, effectivement, on va éviter tout ce qui est jus de fruits, même si ils ont parfois eu cette connotation santé.
mais on évite les jus de fruits et surtout les sodas, bien entendu. Alors, on se donne rendez-vous dans combien de temps, chers experts, Laurine, Fabrice, pour faire un bilan et que ce soit suffisamment probant? Et qu'est-ce que je vais devoir observer comme signe? Est-ce que je me contente de la balance ou est-ce que, comme tu le disais Fabrice tout à l'heure, le tour de taille a quand même son importance et la silhouette, ce que le miroir va me renvoyer? Alors, pour moi, le plus important, c'est est-ce que ton organisme il est fonctionnel. Si ton organisme est fonctionnel, si tu te sens bien, si tu te sens performant, si ton organisme fonctionne bien, tu vas aller utiliser les graisses, tu vas fondre, ta silhouette va fondre et ton poids va diminuer. La nuance est que si tu fais de la musculation en plus ou que tu te muscles, tu vas fondre sans perdre de poids ou en perdant moins de poids parce que le muscle va t'apporter pas mal de poids. Mais les deux vont fonctionner de pair et finalement, ce qui est important, c'est comment tu te sens, toi. Est-ce que tu te sens plus tonique dans la journée? Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu te sens plus heureux? Est-ce que tu te sens bien? Et c'est ça qui est le plus important finalement. Alors Laurine, on se donne rendez-vous dans combien de temps? À la rentrée, ça te paraît judicieux ou est-ce qu'on décale un petit peu? Quel serait finalement le timing pour déjà observer des signes, on va dire, d'évolution? Des signes d'évolution, tu vas en observer tout au long au fur et à mesure. Faire un bilan un peu plus global, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu après la rentrée. Souvent, on peut se dire entre 2 et 3 mois. Aussi parce que tu as déjà dans ta pratique l'habitude d'observer ton organisme, comment il fonctionne. Parfois, on a besoin d'être suivi d'un peu plus près, mais il faut un petit peu de temps. Même si tu vas commencer à observer des choses avant, Fabrice le disait, les choses se font étape par étape. Du coup, le temps que tout puisse se mettre en place pour toi, que tu aies vu les différentes évolutions, il y a très souvent des observations sur les envies, la fréquence des envies, l'énergie et le poids qui prend déjà un peu plus de temps à être visible, mais par contre plus durable aussi. Donc il faut un peu de temps quand même pour l'observer. Et en effet, la rentrée, voire un petit peu après, ça me semble pas mal. Eh ben, le rendez-vous est pris pour un retour de mes deux experts, Laurine et Fabrice, sur le podcast. Quelle est votre actualité, Fabrice, sur un plan sportif? Est-ce que ça va mieux parce que tu as été blessé et tu n'as pas pu prendre part au Marathon des Sables? Alors, quels seront tes futurs objectifs pour 2022, pour cette fin d'année? Alors, sportivement, je pars ce week-end pour faire le Half Ironman des Sables d'Olonne. Je vais en septembre tester un nouveau format de course, un triathlon sur 24 heures, donc 3 heures de natation, 12 heures de vélo et 9 heures de course. Je suis en train de travailler à la réédition de Paléophyte, où j'ai apporté beaucoup de nouveautés. Et je prépare un autre livre pour l'année prochaine. On en saura un petit peu plus tard. Voilà mes actualités. Très bien. Est-ce que tu pars en vacances en Espagne pour affronter la chaleur? Oui. Je vais partir probablement un petit peu en montagne pour aller courir un peu en montagne et puis profiter de randonnée en montagne avec la famille. Et puis je vais aller en Espagne profiter un peu du soleil et m'entraîner à la chaleur, comme j'aime le faire, courir le midi. Laurine, de ton côté, en termes d'actu, que ce soit professionnelle ou sportive, quel sera le ton de cette fin d'année 2022? Eh bien, moi, j'arrive sur la fin de la première année de Vestiaire Naturel, à la fin de l'été. Donc, ça va être l'occasion d'un bilan et puis de pouvoir voir ce que je continue à proposer pour l'année suivante, en fonction de ce qui aura intéressé, plus ou moins, et d'adapter tout ça. Et puis sportivement, alors j'ai pas les objectifs de Fabrice, mais je continue. Moi, je suis assez multiple à faire pas mal de choses différentes. Un peu embêtée par un genou pour la course. Du coup, pour le moment, je commence à tester un peu le vélo et en montagne autour de chez moi, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est assez varié. Je crois que je fais un sport différent par jour de la semaine, mais c'est ce qui me plaît aujourd'hui dans ma pratique sportive. Alors, je vous remercie tous les deux, Laurine et Fabrice, pour votre
retour sur le podcast. Fabrice est un habitué, hein, il a son petit rond de serviette avec ce 4e épisode. Laurine, c'est toujours un plaisir également de t'entendre sur le podcast. Donc, merci à vous deux d'avoir trouvé du temps dans votre emploi du temps bien chargé. Merci à toi de nous avoir accueillis. Merci pour l'invitation, merci pour le moment d'échange, toujours agréable. Eh bien, merci à vous deux. Et pour les auditeurs, je vais aller de ce pas appliquer les conseils de Laurine et Fabrice. On se donne rendez-vous dans environ 3 mois pour un petit bilan. Et je vous donnerai des nouvelles bien avant, hein. Vous suivrez justement cette expérimentation pour éliminer le bec sucré. Et pour tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.